Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Didier Roche, entrepreneur de génie. Donc salut Didier, j'espère que tu vas bien. Oui. Donc on te doit entre autres les restaurants dans le noir, désormais le spa dans le noir. Oui. Je crois que tu fais un peu de consulting aussi pour ce qui est d'intégrer les personnes en situation de handicap Dans les sociétés, ouais, au effectivement. monde de l'entreprise. Oui. Et toi, t'es tombé dedans tout petit, je crois. Parce que dès 23 ans, tu as monté ton premier business? Oui, j'ai monté mon premier business effectivement à l'âge de 23 ans. Je crois que j'étais entrepreneur un peu dans l'âme. Alors comme beaucoup d'étudiants à l'époque, j'avais envoyé mon CV à plein de boîtes, priant le bon Dieu que personne ne me réponde. Comme ça me justifierait de me lancer tu vois, dans le truc. Et puis le bon Dieu m'a exaucé, donc il doit exister, puisque personne ne m'a répondu. Un handicapé dans les boîtes à l'époque, ça faisait pas... Voilà, forcément, on n'était pas dans le top 10 des recrutements. Et puis donc, ayant eu aucune réponse, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ma première boîte a fait de la vente de biens et de services à destination des personnes handicapées visuelles, notamment dans le monde de la vie quotidienne, tout ce qui est montres, braille, ainsi de suite. J'ai monté le premier site d'achat en ligne à destination de cette population. Et puis je l'ai revendu 10 ans après. Et je me suis associé avec Édouard Debreuil et Fabrice Rotzka pour monter le groupe Ethic Investment, donc qui porte, comme tu l'as dit, les restaurants dans le noir. Paris, Londres, Barcelone. On a eu des provisoires sur Bangkok, New York, Saint-Pétersbourg. On est en franchise. Et puis une boîte B2B qui accompagne les entreprises dans la mise en place de leur politique handicap. Et ça, en fait, c'est des boîtes qui sont venues nous le demander en nous disant vous avez 50% de votre personnel qui est handicapé. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider et faire du partage d'expérience? C'est comme ça qu'elle est née, cette boîte de B2B. Donc voilà un peu ce qu'on fait au quotidien. Là, on est en train de travailler sur des développements de restaurants provisoires également dans les pays arabes. Eh ben, super. Ouais. Bon, on va en reparler plus à fond, mais en attendant, je vais te mettre au boulot parce que si tu as un restaurant, il va falloir que tu me le prouves. Tu vas m'éplucher des pommes de terre. Aujourd'hui, on va faire une nage d'huîtres. Donc, pensez, on a besoin de pommes de terre, de différentes herbes aromatiques, donc du cerfeuil, de l'estragon et de l'oseille. Nous avons quelques huîtres donc, qui seront chaudes et cuites, rassure-toi. J'aime pas les crus. Un peu de vin blanc, de la crème, du beurre, de l'échalote. Moi, pendant que tu épluches les patates, je vais d'ailleurs te les donner toutes, je te les pose. Juste ici, je te montre. Voilà, à ta gauche. Ouais. Je vais m'occuper de ciseler l'échalote. D'accord. Clac. Alors là, tu m'expliquais qu'aucune entreprise ne t'avait répondu au sortir de tes études. Ouais. Tu penses que c'est le handicap, parce que c'est du fait du handicap que les entreprises n'ont pas forcément pris, que tu es devenu entrepreneur ou tu avais Non, j'avais l'ambition d'entrepreneur, j'avais envie d'être entrepreneur. Voilà. Je suis un grand rêveur et j'ai envie de donner vie à mes rêves. Donc l'entrepreneuriat est une bonne solution pour pouvoir le faire, quoi. Donc à l'époque, j'avais envoyé mon CV un peu partout en stipulant que j'étais handicapé visuel. Il faut se resituer, on était dans les années 90. Hein. Ouais. Donc c'était l'intégration des personnes handicapées, on était au tout début, c'était juste après la loi de 87. Qui a les prémices. Les prémices, hein. Donc je pense qu'aujourd'hui j'aurais peut-être plus de chance, mais voilà, j'ai envie d'être encore patron pendant quelques années. Enfin, plus de chance finalement, c'est une chance comme tu le disais. Oui, c'est une chance de créer sa boîte, hein. Enfin de créer ses boîtes, parce que j'en suis à je ne sais pas combien de boîtes créées. Ça tu ne t'arrêtes jamais. Bon, j'ai pas envie de m'arrêter. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? C'est la notion de créer une nouvelle activité? C'est la nouvelle aventure? C'est la nouvelle aventure, c'est manager des personnes, des personnes également valides. C'est expérimenter de nouveaux secteurs d'activité. Voilà, et puis j'aime assez le côté de l'exemplarité, c'est-à-dire qu'on a monté un système qui est rentable avec 50% de personnes handicapées, je pense au resto notamment. Ça prouve aux grands patrons avec qui on travaille que la diversité, ce n'est pas forcément que dans le champ social et puis refusé par les subventions d'État. Donc on aime aussi à faire remonter dans l'échelle de valeur la différence. Chez nous, elle a souvent le visage du handicap visuel ou de la surdité, parce qu'on travaille pas mal aussi sur la surdité, mais ça peut être n'importe quoi en fait finalement. Et quand on est entrepreneur et qu'on est en situation de handicap, les banques prêtent facilement, ça se passe comment? Ça c'est un peu compliqué. Non. Moi, quand j'ai commencé, ça a été très très compliqué. J'ai mis 6 mois à trouver une banque qui accepte que je puisse ouvrir un compte chez elle. Parce que n'étant pas en capacité de lire notamment les chèques que j'allais remplir, ça posait tout un tas de problèmes. Il y en a d'autres qui m'ont demandé de leur garantir un business de 100 millions de francs à l'année d'entrée de jeu. Je leur dis, ambitieux. Bon, c'est une façon de me dire non, je pense. Et puis ensuite, donc j'ai trouvé une banque qui m'a fait signer une décharge. Ouais. Elle était responsable de rien. J'ai accepté, hein, ça fait partie des couleuvres, voire des baobabs que j'ai dû avaler. Donc voilà, quand on a monté les restaurants avec Édouard notamment, on a vu 13 banques, on a eu 13 refus. Le prétexte étant, il n'y a pas de modèle économique qui existe, et puis faire de la rentabilité avec 50% de personnes handicapées, en gros vous êtes tombé sur la tête. Donc heureusement, Édouard, qui lui avait fait fortune dans une nouvelle technologie, a pu
a pu être le principal investisseur. Subvenir à tes besoins. Enfin, pas à mes besoins, parce que c'est comme lui qui a tout financé au départ, enfin quasiment tout financé. C'est le gros financeur du projet, hein, donc c'est comme ça qu'on a démarré en autofinancement total. Et comment on en vient à l'idée de faire un restaurant dans le noir? Bah, en fait, je faisais ça dans le cadre associatif depuis 1999. Ouais. Il y avait Michel Riac qui avait développé des parcours dans les années 90 en France dans le noir absolu. C'était inspiré de ce que Andreas Heinecke en Allemagne faisait. Ouais. Et puis, à l'occasion d'un de ses parcours, il a fait un dîner dans le noir. Il a dit là, il se passe un super truc. Avec l'association Paul Guinaud, on s'est lancé sur les dîners avec Michel Riac à Paris. C'est comme ça que je suis rentré dedans. Et Fabrice Rosca est rentré également à cette occasion-là. Et il y a toujours eu la volonté d'employer 50% de personnes en situation de handicap? En fait, la personne handicapée, elle travaille là parce qu'elle est compétente dans ce champ-là. Pas, on n'a pas monté ce business pour embaucher les personnes handicapées. On a monté ce business pour que les personnes qui viennent au restaurant puissent avoir une expérience humaine et sensorielle unique. Hein. Donc c'est ça l'idée. Et je trouve que dans le noir, les meilleurs pour travailler jusqu'à présent et dans le temps, ce sont les personnes aveugles. Donc on les a pris vraiment pour leurs compétences, pas du tout un business créé pour eux. Toi, en cuisine, dans les restos, on met pas d'aveugle. Ouais. Oui, c'est rare. Parce que la cuisine est également dans le noir? Non, la cuisine est en pleine lumière. Ok, d'accord. Il n'y a que la salle de restauration, et puis après on a un lounge où les gens peuvent se retrouver en lumière tamisée, prendre l'apéritif, le café, ce genre de choses. Et puis voilà. Et ça aide à la compréhension du public de ce type de handicap, du coup, de passer tout un repas dans le noir? Ben, ça peut en tout cas leur poser quelques questions sur la relation à l'autre et le poids du regard, hein, parce que très souvent ils vont dîner avec des gens à côté d'eux qui ne vont pas voir, et puis en sortant ils prennent le café ensemble et très souvent ils se disent waouh, j'aurais jamais bouffé avec lui, quoi. Et ils ont passé un bon moment, donc il y a le questionnement sur le jugement que l'on a à travers du regard quand on le pose sur quelqu'un. Et puis dans la salle noire, c'est la personne aveugle qui t'accompagne pour aller manger, tu vois, elle va chercher ton plat. Donc dans la rue, c'est plutôt l'inverse qui se passe, donc il y a une inversion des rôles qui s'opère. Et puis l'idée aussi, c'est que quand tu n'as pas le regard, tu vas goûter davantage des choses avec la bouche, le nez et ainsi de suite. Hein. Ton regard ne va pas conditionner puisque là tu es dans le noir. Et donc tu retrouves un peu les aliments. Il n'est pas rare que les gens confondent le thon avec le veau, ce genre de choses. Hein. Oui, donc d'un point de vue sensoriel, ça c'est rigolo, quoi. Donc oui, il y a une rencontre avec la différence qui se fait. On fait pas mal de formations avec la boîte B2B, là, avec Ethic Connexion, où en fait je fais venir des managers, des tuteurs, dans le noir absolu, on fait un petit déjeuner et ça permet de poser beaucoup de questions sur l'accessibilité à l'emploi et ça leur fait vivre une expérience. Et très souvent, une expérience, ça vaut mieux qu'un long discours, quoi. Donc oui, ça peut effectivement changer, ça peut faciliter tout un tas de choses. Alors, je crois que je t'ai fait les 4 patates. Là. Magnifique, je vais te les récupérer, ce que je vais faire. Mais si, elles sont très belles. J'en ai peut-être enlevé un peu de trop, je te les donne. Non, ça va jamais de trop. C'est jamais clac, de trop. Je te les récupère 2 secondes. Voilà, la 4e. Je les garde, je vais les couper en tronçons, donc d'un bon centimètre d'épaisseur, pas plus. Et je vais les faire revenir dans du beurre, dans une sauteuse. Tu veux que je te fasse un autre truc? Pour l'instant, ça va. On va juste cuire les échalotes d'un côté et les pommes de terre de l'autre. Hop. Oui, maintenant qu'on a parlé de la partie restaurant, parle-moi du spa. Là, ça c'est venu comment? Tu veux tout faire dans le noir, toi, en fait? Non, parce que je fais des trucs en pleine lumière. En fait, c'est venu parce que j'étais interrogé il y a quelques années par une grosse boîte de cosmétiques sur l'intégration des personnes aveugles dans le milieu du bien-être. Ouais. Depuis 1945, il y a beaucoup de kinés non-voyants. Je crois qu'il y en a 2000 à 2500 aujourd'hui. Et dans l'univers du bien-être, il n'y en avait pas. Là où dans d'autres pays, comme le Japon, la Thaïlande, c'est extrêmement développé. Et donc je me suis dit, oui, pourquoi pas, on va regarder ce qu'on peut faire. Et puis j'ai en parallèle donc, passé une formation de masseur. Et j'ai fait quelques soins dans le restaurant que j'avais transformé en l'occasion en salon de massage. Et là, je me suis rendu compte que dans leur absolu, les gens vraiment étaient très détendus, adoraient ce moment-là. Donc je me suis dit, là, il faut qu'on monte un spa. Et donc l'idée, ça a été de trouver les solutions pour qu'on puisse exercer en toute légalité. Donc il fallait former les filles à un CAP d'esthétique, CAP que j'ai passé avec la première promotion d'ailleurs. Donc je suis diplômé du CAP d'esthétique. Ah oui, t'es multitâche là. Je suis esthéticienne, ouais. Très bien. Un diplôme que j'ai obtenu à 38 ans, c'était assez drôle. Et puis donc derrière, on a enchaîné sur l'ouverture du spa. Donc là, pareil, on est sur un univers très sensoriel, très dans l'échange avec la personne qui te reçoit. Sauf qu'à contrario du restaurant, où on est dans une relation qui est plutôt collective, là, on est vraiment sur une expérience qui est individuelle. Avec notamment, dans le noir absolu, le fait de ne pas être vu. Et toutes les personnes qui ont des complexes à pousser la porte de centre de bien-être, eh bien, finalement, vont le faire tout à fait naturellement pour pouvoir... parce que là, en fait, ils savent qu'ils ne sont pas vus. Et dans le noir absolu, il n'y a pas non plus de miroir qui leur renvoie l'image. Ah oui, j'avais pas pensé que ça pouvait aussi atteindre ce type de population. Alors, je t'explique juste ce que je suis en train de faire pendant que tu me parles. Là, comme tu peux le sentir, je suis en train de faire revenir des échalotes dans un peu d'huile de pépins de raisin.
À côté, dans une sauteuse, je fais revenir des rondelles de pommes de terre. Donc je leur mets un petit coup de cuisson comme ça et je leur donne un bon petit goût. Je vais ajouter d'ailleurs une noisette de beurre. Et ensuite, je vais déglacer donc mes échalotes avec l'eau des huîtres, du vin blanc. On va laisser réduire et puis après, je t'expliquerai comment on va procéder. D'accord. Et on a pas mal d'entreprises qui s'intéressent aujourd'hui à faire venir des groupes, et au restaurant et au spa, pour faire vivre à leurs salariés quelque chose de particulier dans le cadre de la sensibilisation au handicap, avec un échange, soit avec la praticienne, soit avec le serveur possible. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a même des sociétés qui offrent des bons cadeaux à leurs salariés pour venir au spa, par exemple. Plutôt cool. Ouais, c'est sympa, mais c'est une façon de sensibiliser intéressante. Tu vois, la personne, elle vient, c'est un échange qui est individualisé. Enfin, c'est du ludique, c'est de la sensibilisation, formation, voilà, au travers du ludique, de l'expérience toujours. Donc maintenant, tu essayes d'élargir un peu le champ des possibles par rapport aux différents types de handicap. Je veux dire, tu sors un peu de la déficience visuelle pour partir sur en fait, autre chose. Encore une fois, on n'a pas travaillé pour la déficience visuelle. On a travaillé des concepts dans un environnement où le regard était important, Ouais. et les meilleurs salariés pour y travailler, c'était les handicapés visuels. Donc oui, on a des choses autour de la surdité parce qu'on veut travailler dans le monde du silence, par exemple, Ouais. que l'on développe pas mal aujourd'hui. Et puis, il y a surtout la boîte Éthique Connexion qui fait du service aux entreprises, où on est toujours de plus en plus challengé par les sociétés qui veulent qu'on partage l'expérience de management avec elles. Donc ça, c'est une boîte qui se développe énormément. Et là, il y a de très très beaux projets à mener. Ça, c'est clair. Et les entreprises, dans le dialogue que tu entretiens avec elles, bon, celles qui sont demandeuses puisqu'elles viennent te trouver pour essayer de changer les choses, mais tu les sens très à l'écoute ou elles sont un peu bornées, elles ont du mal à saisir ce que pourrait être le handicap? Les interlocuteurs qu'on a en premier lieu sont les responsables diversité, par exemple, ou les PDG, qui, eux, ont compris tout l'intérêt de la diversité souvent, et du handicap notamment. Après, lorsqu'on passe au terrain, lorsqu'on rencontre les managers, c'est toujours un peu plus compliqué. Parce que le manager, il a une politique, c'est la gestion du risque. Et comme dans la tête de beaucoup de personnes, handicap égale problème, égale boulet, égale tout ça, il faut qu'on vienne déconstruire l'image pathos et négative que les gens ont du handicap pour les amener vers quelque chose d'autre et leur faire comprendre que le handicap, ce n'est pas une prise en charge, c'est juste une prise en compte d'une problématique. Mais finalement, comme tout manager peut rencontrer dans son équipe, à un moment, tu as un mec qui a un coup de mou parce qu'il a un problème dans sa famille. Une femme enceinte, c'est une situation dont on doit tenir compte dans l'entreprise. Tu ne vas pas leur dire qu'elles sont handicapées. Non, c'est une situation particulière dont on doit tenir compte. Ça, c'est le rôle du manager, à un moment, de gérer aussi la compétence collective en fonction des capacités de chacun. J'enlève un peu à Grégory quelque chose pour donner à Didier qui sait faire, et ainsi de suite. Mais c'est ce qu'on fait au quotidien. Sauf que le handicap, il est très marqué. Il faut qu'on déconstruise cette image-là. La personne handicapée, elle a des compétences et il faut aller les chercher. Il faut les mettre en œuvre. Et la prise en compte du handicap, c'est simplement des organismes tels que la GFIP qui vont vous aider à un moment à compenser. Mais une fois que la compensation a lieu, eh bien, le handicap ne doit plus être un élément gênant. C'est ça l'idée. Et tu as constaté un changement de regard depuis la loi de 2005 ? Alors oui, et puis depuis la loi d'avant, aussi la loi de 87 qui a donné naissance à la GFIP. Oui, le regard change inévitablement, heureusement. Il change aussi parce qu'il y a des success stories qui existent, parce que les médias en parlent de plus en plus du handicap et de la diversité. Et puis, il y a tous les réseaux sociaux aujourd'hui qui communiquent énormément sur le sujet. Et c'est le pouvoir de la communication aujourd'hui qui prévaut sur le pouvoir de l'argent. Donc voilà, on est complètement dans le changement du regard des gens sur ces situations. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris qu'ignorer la diversité, ne pas avoir une empreinte sociale sur son environnement, c'est mourir demain. Donc il y a des boîtes qui l'ont compris et aujourd'hui on ne parle plus de la diversité comme je dois le faire parce que c'est dans mon champ social. Il y a beaucoup de boîtes qui ont compris que si elles ne le faisaient pas, elles prenaient le risque de mourir demain. Donc c'est vital pour elles désormais. Donc c'est clairement vital. Quand je rencontre des managers, ce qu'on me fait intervenir dans des assemblées de managers et que je leur explique en 40 minutes, que je leur démontre que ignorer la diversité et le handicap, c'est mourir demain, à la fin, ils viennent te voir en disant comment je peux faire pour ne pas mourir demain. En fait, tu leur fais peur. C'est ça. Non, mais c'est marrant parce que du coup, il y a un changement de rapport de force là-dedans. Je pense que... Oui. L'entreprise, il faut lui parler business, c'est-à-dire où c'est rentable ou c'est pas rentable. Et quand on fait une intégration de personnes handicapées, nous, dans nos boîtes, c'est la rentabilité. Ça doit être un élément économique. Sinon, la boîte, elle ne te comprend pas, elle va faire un coup comme ça pour te faire plaisir. Mais en période de crise, elle va couper dans ses budgets sociaux. Donc il faut avoir une autre démarche qui est montrer comment est-ce qu'une personne peut remonter dans l'échelle de valeur. Donc c'est ça, notre démarche qu'on a dans l'accompagnement des entreprises.
Et ça marche plutôt bien. Je vais te mettre à contribution 2 secondes, il faut qu'on continue. On enlève ça là? Attends, je vais te les débarrasser. T'es maniaque un peu, non? Tiens, regarde, je te donne le manche. Il faut juste que tu me tiennes ça. On va égoutter les pommes de terre que j'ai fait donc revenir dans de la matière grasse. Et je veux pas qu'il y ait... Alors, attention, c'est un peu chaud. Ouais, vas-y. Voilà. Je vais juste enlever donc, le surplus de matière grasse. Et on va adjoindre nos pommes de terre à notre bouillon. Là, elles sont juste revenues dans du beurre. Mais ça sent pas mauvais. Hein. Ah bah, t'as l'air étonné, je te remercie. Non. On a affaire à un pro. Ouais, ça sent bon. Et là, elles sont sautées, là, elles sont comment? Oui, c'est un peu comme des pommes de terre sautées, mais elles sont cuites aux 2 tiers. Elles ne sont pas entièrement cuites. Et je vais terminer leur cuisson dans le bouillon avec nos amis les huîtres. D'accord. Que j'ai donc mis à pocher dans du vin blanc, de l'échalote et donc l'eau de végétation des huîtres qui vont apporter un côté iodé plutôt agréable. Pendant ce temps, on parlait de faire des coupes dans les budgets, maintenant on va faire des coupes dans les herbes. Alors je vais te confier l'oseille, il paraît que tu sais bien t'en occuper. Tu ne pourras pas me taxer de ne pas te donner d'oseille. Tiens, regarde, tu l'as dans la main. Ouais. Et là, tu vas me faire des gros tronçons. Je vais peut-être te donner un couteau qui va mieux avec une lame un peu plus large. Hop, je récupère celui-ci. Ouais. Et là, moi, je vais effeuiller du cerfeuil et de l'estragon. Et tout ça, on adjoindra ça à notre nage sur la fin. Je te fais quoi là? Après, je te les rassemble ensemble? Tu me les rassembles ensemble. Et puis là, du coup, je vais te mettre à l'effeuillage de l'estragon. Moi, je vais rajouter pendant ce temps-là un peu de vin blanc dans la nage. Bon, je te rassure tout de suite, hein, on met plein d'alcool, mais tout l'alcool s'évapore. Donc il y a juste les parfums qui restent. Oh, mais j'étais pas inquiet. J'ai l'impression. Voilà, donc je vais laisser un dernier gros bouillon. Ensuite, on va éteindre. Je vais rajouter une belle cuillère à soupe, voire 2 d'ailleurs, de crème fraîche. Puis les herbes, et on pourra dresser, tout simplement. Sympa. Bon Didier, on va donc passer au dressage. Allez. Alors, c'est bien simple. Je vais commencer par disposer les petites rondelles de pommes de terre au fond de l'assiette. Clac. Voilà. On va poser là-dessus, clac, nos 3 huîtres par assiette. Ça sent bon. Hein. Bon, ravi que ça te plaise déjà au nez. C'est quand même la base. Et puis dessus, on va mettre le bouillon avec les herbes. Voilà. C'est une soupe, donc d'un point de vue visuel, ça vaut ce que ça vaut. J'espère que ce sera bon. Ce qu'on va faire, je te donne une cuillère, et puis surtout, on va goûter le petit vionnier qui va bien avec ça. Hop. Donc tu as fait les 2 assiettes là? J'en ai fait qu'une, on va en partager une. Je suis un peu fainéant. Tu m'embaucherais quand même? Non. Non. Clac. Tiens, est-ce que tu as quelque chose à rajouter concernant l'emploi des personnes en situation de handicap ou ton expérience plus particulièrement? Bon, je pense qu'il faut savoir se faire accompagner par des personnes pour pouvoir le faire. Quand on est manager ou quand on est chef d'entreprise, on n'a pas tous les savoirs. Donc on peut impulser la politique, la décision, mais il faut se faire accompagner comme des structures qui existent sur le marché telles que la GFIP et ainsi de suite. Hein. Donc voilà, c'est faut avoir ce réflexe-là. Puis après, le management des compétences, normalement, chaque manager doit être en capacité de le faire. Donc nous, c'est ce qu'on explique et ça se passerait très bien quand on accompagne les boîtes dans ces politiques-là. Donc l'idée, c'est abat les tabous, pas foncer tête baissée, mais savoir se faire accompagner. C'est ça. Et puis, si possible, appeler Didier Roche, parce qu'il en connaît un rayon. J'en connais un petit peu, ouais. C'est mon quotidien que de manager des personnes, on va le dire, avec des diversités telles que le handicap et telles que le non-handicap, parce que parfois, je me demande où est la norme chez moi. Finalement, je me dis que la norme, c'est la diversité. J'ai autant de personnes handicapées que de personnes valides, et ça se passe très, très bien. Eh bien, écoute, ça me donne envie de trinquer. Je te souhaite bon courage pour tes projets en 2014. Merci beaucoup de m'avoir invité, en tout cas. Je t'en prie. À bientôt. T'as vu, t'es sur le fruit, c'est pas mal, là. Hein? Ouais. Trop acide à ton goût? Non. Ah non, parce que là, c'est pas du chardot. Hein. Oh, il est bon, hein. Et ça passe très bien avec les crustacés. Je vais quand même te faire goûter une huître. Attends, je te fais un petit combo huître, pommes de terre. C'est une cuillère ou une fourchette que tu me donnes? Une cuillère. Alors fais gaffe, il y a un peu de tout d'ailleurs. Tac. Bon, les herbes, ça me gêne pas. J'ai mangé cru, je vais voir ce que ça donne cuit. Voilà, ça sera moins fort dans tous les cas. Hop, hop. Attends, je te donne la cuillère. Alors fais gaffe parce qu'il y a un peu de bouillon aussi. Attends. Voilà. Oui, je t'ai fait une grosse cuillère. C'est vachement bon. Ça te va? Carrément. L'huître, tu supportes? Je vais venir chez toi. Hein. Bah écoute, n'hésite pas, c'est à 2 heures de TGV.